Salut tout le monde, oui je sais ça fait longtemps, j'avais plus ma tête, bla 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 bla, je vais pas vous faire d'explications, on va résumer, boulot, grosse flemme, boulot. Bref, me revoici en pleine forme. Et comme d'habitude, quand je reviens en pleine forme, ça veut dire que je vais trash talk sur des romans que je n'ai pas aimés. Parce que vous, je sais que vous aimez ça, j'aime ça aussi. Vous inquiétez pas, je dirai aussi du bien d'autres bouquins dans une autre vidéo. Et donc, pour l'occasion, je sors mon nouveau mug, beaucoup trop cool, façon tête de mort, vous avez vu, c'est trop bien. Imaginez que c'est le crâne de vos ennemis et que vous buvez à même le cerveau. On adore, c'est beaucoup trop bien et c'est vachement mieux que mon mug liquant. Donc aujourd'hui, vous prenez vos meilleurs mugs, vous prenez vos meilleurs thés, parce qu'aujourd'hui, je vais salement détruire certains romans, même si, n'oubliez pas, c'est mon avis, si vous avez aimé ces romans, ben, tant mieux pour vous. Je suis persuadé qu'il y a des romans que j'adore et que vous détestez, et inversement, parce que voilà, donc voilà, ne le prenez pas personnellement, c'est mon avis personnel, je vais peut-être dire des choses qui vont vous irriter légèrement, mais voilà, on m'aime pour ça. Et on me déteste pour ça aussi. On va d'abord commencer par parler de ceci, qui est le premier tome d'une saga de fantasy. Il s'agit donc de La Voix des Ombres, qui est le premier tome de L'Ange de la Nuit de Brent Weeks, publié chez Bragelonne. Pas que j'ai pas aimé, mais c'est tout comme en fait. Donc l'histoire, il s'agit donc de Durzo, qui est un maître assassin, qui est un assassin entre guillemets valeureux parce qu'il tue les gens pas gentils, enfin en soi il fait son job d'assassin, quand on lui dit assassine telle cible, il le fait, il a pas de remords, sauf qu'en fait si un petit peu, parce que il était amoureux d'une femme, mais que cette femme est morte à cause de lui, parce que oulala c'est un assassin, et l'assassin peut pas avoir de sentiments, et qui va prendre sous son aile un apprenti, et donc on va suivre au départ l'histoire de ce jeune apprenti qui est un petit rat des rues, et donc il va lui apprendre à comment faire pour tuer des gens, à devenir un assassin, et donc au début du roman on suit ce jeune apprenti quand il est gamin, et puis on va le suivre quand il va prendre son nom d'assassin, Kylar, oui Kylar, K-Y-L-A-R, pour faire genre comme c'est Killa en anglais, killer, tueur, Kylar, trop fun, bravo Brent Weeks, super jeu de mots. Et si je me moque un petit peu de ce pitch, c'est parce que ce bouquin est une blague à ce niveau-là. Si vous avez lu beaucoup de fantasy, vous allez trouver toutes les tropes de fantasy possibles, et surtout toutes les tropes d'une œuvre qui présente un assassin, et c'est insupportable. L'assassin qui exécute ses cibles sans remords, ok. L'assassin qui a quand même un gros cœur, ok. L'assassin qui a perdu l'amour de sa vie et que du coup ça le rend encore plus froid et dur et insensible, check. Le rat des rues miséreux qui va être ensuite après pris comme apprenti, check. Et je vais m'arrêter là parce que le bouquin est une succession de tropes de fantasy vues et revues, même si vous n'êtes pas expert ou experte en fantasy. Et c'est lourd, c'est ultra lourd, il y a peu de surprises, même le système de magie, qui est en soi la base d'un roman de fantasy, est très brouillon. On comprend plus ou moins qu'il y a un peu des mages comme ça, mais c'est très brouillon, ça n'arrive quasiment qu'après la deuxième moitié du bouquin. On va avoir enfin un peu de vraie magie, ouais, bof. Les personnages sont des caricatures, les personnages sont des purs archétypes, genre en mode assassin, ok, avec 2-3 traits de personnalité, méchant roi corrompu, oulala, 2-3 traits de personnalité. C'est une succession de caricatures, c'est une succession parfois même de scènes. J'ai l'impression que l'intrigue se déroulait pas de façon très fluide, on avait l'impression d'avoir une bande de scènes ou limite des niveaux de jeux vidéo. Ça a parfois pas beaucoup de cohérence entre les trucs et c'est parfois même assez confus, pas ouf du tout. Et alors, ne parlons même pas des personnages féminins, ce bouquin est ultra sexiste. Les personnages féminins ont deux fonctions, soit être des prostituées, soit être les love interest du héros, mais il faut surtout pas qu'elles soient trop sales à cause du sexe, il faut qu'elles soient pures et innocentes. Du bullshit, c'est clairement la vision du bon vieux mec hétéro, blanc, super sexiste, vraiment, c'est à pleurer. Les personnages féminins sont des archétypes. Ou alors ce sont des femmes dominatrices et vraiment castratrices, genre des mères psychorigides, etc. Alors ne parlons même pas du nombre de Deus Ex Machina, c'est à pleurer. Alors le Deus Ex Machina, pour celles et ceux qui ne savent pas, ça vient en fait des tragédies grecques où à l'époque on résolvait l'intrigue par l'intervention d'un dieu, d'où le Deus, qu'on faisait descendre sur scène à l'aide d'une machine, d'où le Ex Machina, donc le dieu arrivé sur scène à l'aide d'une poulie, etc. Souvent c'était Zeus en plus et il réglait ça en deux coups de cuir à peau en disant oulala c'est pas bien, moi Zeus je claque des doigts et pif paf la situation est réglée. À l'époque on n'avait pas encore les notions de narratologie pour montrer que c'était vraiment de la merde, hein. En plus c'était une époque qui était très croyante, mais du coup maintenant quand on tombe sur un roman ou sur une œuvre écrite où une situation se débloque par l'opération du Saint-Esprit, ou on va plutôt dire par un coup de
ta gueule c'est magique. On trouve les Deus Ex Machina dans quasiment toutes les œuvres modernes. Ils sont parfois plus ou moins bien masqués, genre le héros ou l'héroïne est dans une situation ultra critique et comme par hasard, à ce moment-là, tu as un personnage qui arrive et qui sauve le truc à la dernière seconde. Voilà, ça c'est le cas du Deus Ex Machina qui est pas bien fait et ce livre est bourré de Deus Ex Machina pas subtil du tout. Il y a 2 autres tomes que je ne pense pas lire tellement j'ai pas spécialement passé un bon moment parce que c'est trop long. Les personnages sont des caricatures et la position des femmes est inexistante. Je tenterai peut-être l'autre série de l'auteur, donc le Prisme Noir, qui semble avoir un système de magie qui est beaucoup plus poussé, plus intéressant, avec des personnages plus fouillés, mais La Voix des Ombres, c'était pas ouf. Le second livre dont on va parler aujourd'hui, c'est La Liste de Sayoban Viviane. Alors moi, c'est l'édition de chez Pocket Jeunesse, mais sa première édition, il était publié chez Nathan, et on est typiquement sur le genre de livre avec une idée intéressante, un message intéressant, mais où l'exécution est pathétique. C'est le mot. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc en fait, l'histoire, si on peut appeler ça ainsi, c'est que dans un lycée américain, il y a à chaque début d'année ce qu'on appelle une liste, d'où le titre de la liste, merci Captain Obvious. Et sur cette liste, on va mettre en compétition en fait les filles des différentes années. Donc avec la traduction, ça fait du coup 3e, 2e, première et terminale. Et on va mettre à chaque fois dans chacune de ces listes la plus laide, la plus jolie. On va donner les noms, on va les opposer, et cette liste est évidemment anonyme, sinon c'est pas du tout marrant. Et on va l'exposer, et du coup, le roman va s'intéresser à ces 8 filles qui ont leur nom sur cette fameuse liste. Donc on va du coup suivre 4 filles qui sont du côté des moches et 4 filles du côté des jolies. J'aimais bien l'idée du bouquin, j'aimais bien certains messages, parce que c'est le genre de truc qui pourrait encore arriver à des lycées à l'heure actuelle. Surtout les filles en plus subissent ce genre de harcèlement de pamphlet où on les classe selon qu'elles soient jolies ou pas. Soit en plus c'est des mecs qui le font, ou parfois des nanas qui se tirent entre les pattes. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu justement dénoncer ce système, malheureusement c'est ultra superficiel. Déjà, il y a beaucoup trop de points de vue, on suit les 8 filles avec une alternance de chapitres et je vais pas vous mentir, leur voix est tellement similaire, c'est à la 3e personne, mais leur voix est tellement similaire, c'est tellement des caricatures, tellement 2 traits de caractère et tout, comme pour la Voix des Ombres, que qu'est-ce que tu veux que je m'attache à elle? Je saurais même pas vous dire leur nom. Je me suis pas spécialement attaché à elle parce que j'ai pas le temps, tu switches d'une meuf à l'autre, c'est beaucoup trop superficiel, c'est le mot, c'est trop superficiel, ça va pas assez en profondeur, en termes de harcèlement et tout. Ça va pas assez loin, ça montre pas assez l'impact que ça peut avoir, et on va pas se mentir, il y a aussi certaines filles qui bénéficient entre guillemets d'un traitement de faveur, dans le sens où la fin est assez ouverte, et certaines filles ont bénéficié d'un arc narratif qui est plus ou moins clos, et d'autres, ben voilà, elles étaient là pour faire la figuration. Donc voilà, on a un roman qui a un message intéressant sur les critères de beauté, sur le harcèlement, la discrimination, etc. Et dont l'exécution est pathétique, quoi. Sans oublier non plus que le roman est sorti en 2012 en VO, traduit en 2013, mais qui a quand même bon message de merde, assez sexiste, ou même, on va pas se mentir, je vais vous lire un extrait, c'est beaucoup plus représentatif. Donc, Daniel, qu'on appelle Dan the Man, et l'autrice dit de Daniel, parce que Daniel pense d'elle-même, mais Daniel a tout ce qui est censé distinguer globalement une fille d'un garçon. Des seins, des cheveux longs et un petit ami. Parce que oui, un garçon ne peut pas avoir de cheveux longs et ne peut pas avoir de petit ami. Bah oui, oui. Super. C'est sorti en 2012 ce truc, hein. Et on ose encore balancer des inepties pareilles. Limite les seins, il y a des garçons qui ont des seins, on va pas se mentir, mais là, les cheveux longs et le petit ami, enfin je veux dire, n'importe qui saurait dire, bah non, il y a des mecs avec des cheveux longs, il y a des mecs qui ont des petits copains. Next. Ensuite, on va parler d'un roman en VO, il s'agit de Daughter of Deep Silence de Carrie Ryan, qui a écrit en français La Forêt des Damnés, qui est un roman de zombies que je n'ai pas lu. J'ai commencé par celui-là parce que j'adore la couverture, c'est vrai qu'il y en existe une autre version, dans la version hardback, dans sa version paperback de chez Speak, et je peux pas dire que j'ai pas aimé, c'est très moyen. J'ai quand même été pris par l'histoire, je l'ai lu assez rapidement, je pense en 2-3 jours, il était bouclé. L'autrice écrit vraiment bien, mais... oh, l'exécution, c'est comme pour la liste quoi, l'exécution est pas correcte, vraiment pas correcte. Donc en plus on suit une histoire qui est de base assez intéressante. On a ensuite donc le personnage de Francis qui a été en croisière sur son bateau, sur un bateau avec sa meilleure amie, un paquebot de luxe, et le bateau se fait attaquer. Se fait attaquer par des hommes qui décident de tuer tout le monde sur le bateau, sauf elle et sa meilleure amie Libby, qui arrivent à survivre et à s'échapper sur un canot. Donc au début du roman, on trouve Frances, qui est la seule survivante parce que Libby est malheureusement morte déshydratée, et n'ont pas été sauvés à temps. Et à la télé, elle voit donc le gouverneur et son fils qui étaient également présents sur le bateau, et donc là Frances est soulagée, elle va être là, oh chouette, ils vont enfin dire la vérité, parce que c'était pas un accident, on s'est fait attaquer. Et en fait, le gouverneur et son fils sont là, ah mais en fait, il y a eu une vague qui a renversé le bateau. Et du coup, tout le monde est mort, et Frances elle est là, mais non, mais qu'est-ce que vous racontez, c'est non, vous dites de la merde, c'est faux. Et elle est furieuse, elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont menti? Frances va après se faire adopter par le père de sa meilleure amie. Elle va se faire passer pour Libby, parce que
comme par hasard, elles se ressemblaient assez fort physiquement l'une de l'autre. Et donc pendant 4 ans, elle va préparer sa vengeance pour enfin exposer la vérité aux yeux de tous et montrer que le gouverneur et son fils, ben, ce sont des bons gros enfoirés. Ça a l'air alléchant, n'est-ce pas? Et ça l'était, ça l'était, mais attente versus réalité, et c'est plutôt attente versus déception. Cesse de te dire, pas de te montrer, de te dire que Frances, elle est prête à tout pour sa vengeance, elle est prête à les tuer, à ne plus avoir de remords, et moi j'étais oui, enfin, mais ça ne va pas. En écriture, on a une règle de base qui est le show don't tell, donc montre, ne raconte pas, et ici on est typiquement, en plus déjà on est que dans la tête de Frances, donc à la première personne, et elle dit oui, je suis insensible, oui, je vais tout révéler, et dans la réalité, bah, c'est pas trop le cas. Frances est plus intéressée dans une histoire d'amour avec le fils du gouverneur, peut-être responsable d'une attaque criminelle, il est responsable moi-même carrément d'un homicide de masse, et elle préfère vivre une romance avec lui parce que Carrie Ryan voulait écrire une romance sur fond de vengeance. Comment dire? Non. Juste non, tu me vends une histoire de vengeance, tu me donnes une histoire de vengeance. Tu me vends une romance, tu me donnes une romance. Alors oui, je sais, le blurb dit « Je suis l'amante de mon ennemi et j'aurai ma revanche », mais je pense que je m'attendais à du genre « Elle va faire semblant de l'aimer pour après le poignarder dans le dos !» Elle va faire semblant de l'aimer puis elle va tomber amoureuse, ça aurait pu être super intéressant comme trope. On va pas se mentir, j'aime la trope de ennemi à amant, mais là ça ne fonctionne absolument pas parce que en fait le fils du gouverneur qui s'appelle Gray, elle est tombée amoureuse de lui sur le paquebot en une semaine, j'avais oublié de préciser, et tu te dis mais enfin t'as bien vu à la télé qu'il mentait, que le mec a menti avant tout le monde, donc t'es censé le détester, mais en fait non. Quand elle revoit Gray la première fois, toute cette semaine où elle était amoureuse de lui se rappelle à elle, elle voit les flashbacks, et puis Gray a des bras si musculeux, et il sent tellement bon. Oui, on a ce genre de trope de merde. Et non, 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 juste non. Tu dis que t'es prête à tout pour le tuer, tu dis que t'es prête à tout pour exposer la vérité, pour montrer à quel point ce gouverneur et Gray sont des trous du cul. Je m'en fous d'une putain de romance. Et surtout, elle est juste mais giga conne. À quel putain de moment tu rejoins un mec qui a peut-être commandité une attaque, qui a peut-être tué ta meilleure amie du coup, qui est responsable du coup de la mort de ta meilleure amie? À quel moment tu vas toute seule, là, dans le noir, et que quand tu le vois, et qu'il te prend dans ses bras, t'es là, oh mon dieu, mais il sent tellement beau, oh mon dieu, il est tellement beau, oh, je l'aime, et... Meuf, t'es giga conne et t'as 0 instinct de survie. Vraiment, c'est ultra relou, parce que on est quand même intrigué par cette histoire, on se dit, mais est-ce qu'ils sont vraiment responsables, eux? Ou alors est-ce qu'on les fait taire? Est-ce qu'il y a du chantage et tout? Et le dénouement est plutôt pas mal, mais... Ah, pitié, cette romance c'est dégueu, cette romance c'est juste dégueulasse, et Frances est juste giga conne. Et puis il y a tellement de grosses ficelles faciles, vraiment très décevant. Je trouve le roman moyen parce que j'ai quand même été pris dans l'histoire et tout, mais Frances c'est juste giga conne quoi, 0 instinct de survie, vraiment c'est... Dans un film d'horreur, c'est la première à crever, hein, c'est la première à se faire attraper par Jason Fried, vraiment, c'est... Alors maintenant on va parler d'une série dont j'ai lu 2 tomes et demi, jusqu'après la moitié du 3e tome, je me suis dit ah mais non en fait mais j'en peux plus, j'en peux juste plus, c'est plus possible. Non, ce n'est pas Sarah J Maas, hein, je sais que vous l'attendiez, mais ce n'est pas elle. Red Queen de Victoria Aveyard, 2 tomes et demi de ce truc. Je sais que je devrais pas acheter une série en bloc comme ça. On va pas se mentir, les couvertures elles sont trop belles, hein, genre regardez le tome 1 Red Queen, le tome 2 Glassword, et le tome 3 King's Cage. Et le tome 4 Warsome est super beau, et en plus regardez, il y a un dégradé, c'est super joli dans la bibliothèque. Sauf que du coup, je vais les revendre, pas question que je vais faire ça. Red Queen, ça a eu beaucoup de succès. C'est mis en VF qu'en VO, mais je les ai lus en VO. Mais j'ai pas compris. Je vais pas vous mentir, j'ai pas compris la hype. Quand je suis arrivé à la fin du tome 1, j'étais très mitigé, j'étais là, qu'est-ce que tout le monde a vu que je n'ai pas vu? Et puis j'ai lu le tome 2, j'étais là, really? 4 tomes de ça. Et puis j'ai quand même poussé le tome 3 parce que tout le monde, les critiques étaient là, oh si c'est meilleur que le tome 2, et puis j'étais arrivé à la moitié, j'étais là, pitié, non, je peux pas. Donc ce que j'ai fait, arrivé à la moitié, je me suis spoilé pour voir un petit peu, et quand j'ai vu la fin, je rigolais, et je me dis, bon, je regardais des spoils sur le tome 4, je regardais des spoils sur le tome 4, je me dis, heureusement que je l'ai pas acheté, que j'ai pas continué, parce que... Ah bah c'est un peu ridicule, hein. Vraiment c'était très ridicule, vraiment. J'étais là, what a joke, what a big joke, ouais. De quoi ça parle Red Queen? Donc on est dans un monde imaginaire, on va en reparler, où la société est divisée en couleurs, où les sergents sont ceux qui ont le pouvoir. Ils sont forts, ils sont beaux, ils ont vraiment des pouvoirs, ils sont limite des dieux. Et les rouges, c'est la caste des esclaves, des servants, et on va donc suivre notre héroïne,
Mère, qui fait partie des rouges, sauf qu'on va découvrir qu'en fait que Mère, elle a le pouvoir de l'électricité, mais un pouvoir très très puissant, même parmi les argents. Et donc du coup, elle va s'infiltrer parmi les argents dans la haute société, et elle va essayer de la détruire à l'intérieur, donc c'est des intrigues de cours, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu, sauf qu'il y a des problèmes, de très gros problèmes. Le déjà vu est extrêmement présent, le roman est sorti en 2015, il a fait un buzz énorme, traduction mondiale, contrat à 6 chiffres et tout, l'autrice ultra populaire. Mais j'ai déjà lu cette histoire des millions de fois avant, hein. Le principe de la société divisée en couleurs et tous les vues dans Red Rising, à mes yeux, c'est une des meilleures dystopies sur le marché. Et Red Queen, non, c'est du vu et du revu et du re-revu. On a les tropes classiques de la fantasy avec la meuf qui est une chosen one, qui est censée être une esclave, mais qui a des pouvoirs absolument incroyables. Ouh là 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 là. Et c'est pas très bien fait, l'univers est confus, l'univers est très confus. Au départ, je pensais que c'était un univers de fantasy, mais en fait, non. C'est une dystopie parce qu'à un moment, ça parle de holo-écran, et j'étais l'univers est pas cohérent, il est faussement riche, parce que rien n'est vraiment expliqué. Il a fallu attendre peut-être une centaine de pages avant que je comprenne que c'était de la SF en fait. L'idée de cours est intéressant, moi j'aime bien les histoires de cours quand c'est bien fait. Les histoires de cours sont compliquées, mais quand c'est bien fait, c'est bien. Je pense notamment à End by Darken de Kirsten White, toute la trilogie est excellente. Puis ça peut être mal fait, comme dans Red Queen. L'intrigue de cours traîne la patte, c'est beaucoup trop lent. Et putain, mais Mère, elle est casse-couille. On est vraiment dans une héroïne qui est très bavarde mentalement, elle pense tout le temps, elle suranalyse tout ce qu'elle fait, et ben, ça nuit clairement au rythme du récit, clairement. Je suis désolé, mais la moitié du truc, tu peux les jeter, tellement c'est des pensées qui ne servent à rien. On essaye de rendre Mère pseudo-deep, sauf que ben, ton personnage est juste ultra relou. Vraiment, l'autrice a pas du tout géré son perso, elle est ultra chiante. Et les autres personnages féminins, ben c'est des bitchy quoi. Vraiment, les personnages féminins détestent Mère, mais à vue, mais quand je dis à vue, c'est à vue. Et alors la fin, qui est censée être pseudo-choquante, mais je veux dire, si t'es habitué au roman de fantasy YA, ben tu l'as vu venir à des kilomètres à la ronde. Et voilà quoi, Red Queen est très décevant, il y a des éléments intéressants, il y avait une écriture qui était là, la fin est plus intéressante, mais très mitigée. Et puis surtout on a un triangle amoureux. Oui, on a un triangle amoureux avec deux mâles alpha qui vont se disputer Mère parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle a le pouvoir, oulala. Puis le tome 2 arrive, Glassword, tu dis bon ben voilà, l'intrigue elle est lancée et tout, et qu'est-ce qui va se passer dans Glassword? Ben dans Glassword, passe environ 450 pages à voyager, il ne se passe rien. Les 50 premières pages il y a un truc, dans la 50 dernière page il y a un truc, et puis tout le milieu c'est ça voyage et ça part. Waouh! Paye ton tome de transition! Il y a que ça. L'univers n'est pas développé, les personnages sont toujours aussi inintéressantes, Mère est toujours aussi casse-burne, vieilleuse qui est odieuse. Je comprends que Victoria Verne essaie de faire une anti-héroïne, mais non, c'est juste une connasse, hein, c'est juste une grosse connasse. Hein. Grosse connasse, elle a pas d'empathie et tout, c'est pas facile de s'attacher. Le triangle amoureux, vas-y que ça continue et machin. La fin est un peu plus réussie, mais vraiment Glassword c'est le tome de transition ultra relou quoi, vraiment limite allez lire un résumé et sautez-le. Catastrophe. Et puis, j'ai voulu lire le tome 3, jusqu'à la moitié j'étais en fait non, je m'en fous de cette série. Je suis arrivé là, j'étais en fait je m'en fous de ces personnages, rien à battre d'eux. Puis surtout, arrivé à un moment, on a un personnage qu'on croise depuis un certain nombre de temps. Dans le tome 3, en fait, on apprend que ce personnage est un personnage de couleur, c'est un personnage racisé. C'est pas le fait que ce soit un personnage racisé, je tiens à préciser, c'est pas ça le problème, c'est le fait qu'on croise ces personnages depuis le tome 1, et que c'est seulement dans le tome 3 qu'on apprend qu'en fait c'est un personnage racisé. Comment dire non, juste non. Si vous voulez inclure des personnages racisés, devez le préciser assez vite que ce sont des personnages racisés. Parce que sinon, c'est du whitewashing. Et si vous le faites après dans un tome ultérieur, ou vraiment très tard dans un bouquin, c'est pas cool. C'est pas cool parce que c'est de l'invisibilisation. Et puis surtout, ça vous donne juste la médaille en mode ah mais non, le personnage il est racisé, voilà, donnez-moi ma médaille, genre attendez-moi, il y a un POC dans mon bouquin, comment vous osez dire que je suis raciste ou quoi? Non. Si vous incluez des personnages racisés, vous ne pouvez pas tout d'un coup changer en plein milieu du tome 3. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça c'est faire de la représentation. Enfin, c'est J.K. Rowling dire après que tout est fini, ah mais en fait machin il est gay, en fait machin il est juif, en fait machin il est... Non. Toute représentation doit être faite rapidement et doit être faite dans l'œuvre d'origine. Vous pouvez pas, après avoir écrit ou publié un truc, dire ah ben si en fait machin il était comme ça, machin il était noir, machin était asiatique. Non, vous ne pouvez pas, c'est raciste, c'est problématique. Don't do this, really don't. Et Victoria, c'est ce qu'elle fait. On a un personnage qu'on a croisé plutôt 1 et tout d'un coup, vraiment, en plein milieu, j'étais what? Et je me dis, c'est moi qui ai loupé l'info. Et je me suis renseigné, en fait, non. Vraiment, des fans ont call out Victoria Aveyard à ce propos-là et elle les a bloqués ou elle a envoyé sa communauté les harceler. Vraiment, une autrice très sympathique. Et donc, après, du coup, je me suis spoilé la fin. J'ai rigolé parce que vraiment, une fin vraiment inintéressante et vraiment, en plus assez problématique. Et puis j'ai regardé la fin du tome 4 et j'étais ouh, ça me rappelle Grisha, la trilogie Grisha de Lee Bardugo. Et j'ai pas aimé la fin de Grisha de Lee Bardugo, donc
Bye. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous n'allez pas le prendre trop personnellement si j'ai osé critiquer une de vos séries préférées, j'en suis vraiment désolé. Je pense surtout à Red Queen, que je sais que c'est une série qui est très populaire. Mais voilà, pour moi c'était une véritable catastrophe. On se retrouve assez vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, lisez plein de bons bouquins, allez voir plein de bons films et faites plein de chouettes trucs. Tchuss.